Bonjour, je me présente, je suis Mande Bouzerzour, donc cofondateur de la Paris Gaming School. On est 3 personnes, donc Gary Point et John Jean-Baptiste qui n'ont pas pu être là aujourd'hui malheureusement. On est un centre de formation e-sport, on est basé à Montreuil. On a 260 mètres carrés de locaux qui sont en travaux actuellement. Nous, on a 2 principaux axes de travail. On va, dans un premier temps, avoir un axe qui va être le cyberathlète, ce qu'on appelle le cyberathlète. On va se servir de pépinière pour de jeunes joueurs. On va essayer de monter des line-up sur les jeux qui nous intéressent, les jeux qui marchent le mieux en ce moment. Donc League of Legends, Overwatch, CSGO. Et on a un deuxième axe de travail, ça va être les métiers de l'e-sport, où là, on va former de futurs managers, de futurs coachs, streamers et pourquoi pas organisateurs d'événements. Donc, nous, l'idée, ça a été, on pense que pour certaines personnes, ce qui manque, ça peut être juste l'accélérateur, le contact qu'il faut pour pouvoir travailler dans ce milieu-là. Et nous, on voudrait mettre en relation des gens, les intervenants qui ont participé ce soir, avec les futurs managers de demain, tout simplement. On est parti d'une idée où il y a plein de gens qui ont déjà les capacités, mais il leur manque simplement le petit coup de pouce en plus pour pouvoir y accéder. Voilà. On a à peu près 300 demandes. C'est un projet qui a 3 mois. Donc on est en train de le construire avec le maximum de sérieux possible. Voilà, je pense qu'on s'entoure un maximum de gens qui sont déjà dans le milieu d'e-sport, qui ont déjà pratiqué ce travail-là, qui ont déjà organisé des événements. On est très content de l'avancement du projet et des retours qu'on a pour l'instant. Vous êtes tous les bienvenus en tout cas. On pense faire des journées portes ouvertes dans très peu de temps pour présenter un peu plus de façon un peu plus approfondie le projet. Voilà. À la base, nous, on vient pas forcément de l'e-sport, à part le directeur général, mais on va tout simplement agir comme un centre de formation footballistique pourrait le faire, aller chercher les meilleurs dans les meilleures équipes, les gens qui sont déjà dans ce milieu-là pour donner les cours. Voilà, tout simplement. En termes d'hébergement, on s'est pourvu et assez bien. Montreuil est c'est une ville qui nous accompagne en tout cas dans le projet. On a eu pas mal de rapports avec la municipalité qui est à fond dedans. Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook, ouais, bien sûr, pour avoir les prochaines informations. Alors, on n'est pas les premiers en France. Il y a eu d'autres tentatives. Il y a eu une école notamment à Nantes. Il y a d'autres écoles qui se lancent là-dedans, notamment l'ICEFAC, qui est une école de management et qui commence à proposer une formation spécialisée dans l'e-sport. Donc voilà, on suit un peu ce mouvement-là. Il y a aussi une école de Mulhouse qui est la Powerhouse Mulhouse. Donc voilà, on est aussi en relation avec ces écoles-là pour essayer de faire une structure un peu sur toute la France. On est aussi en relation avec des structures comme Gamers Origin ou War Legend, justement pour eux leur servir de vivier et que nous puissions tout simplement nous servir d'eux pour transmettre leur savoir. Comme il le disait, c'est souvent des histoires de chance, c'est souvent des histoires de contact, tout simplement. Et voilà, c'est notre axe. Servir de facilitateur et d'accélérateur. Donc tu as prévu le cours de stream avec l'outil ? Bien sûr. Des cours de stream avec Proto et Lucci, des cours de Street Fighter avec Luffy, des cours de management avec Yancey. C'est vraiment notre credo. Super. Je sais même pas ce que je fais quand je stream, alors va l'expliquer. Je saurais même pas expliquer sur le moment même. C'est ça l'avantage du stream. Un tableau blanc et tu te débrouilles. Bah bon courage. C'est un milieu qui explose, donc je pense que c'est vraiment aussi un pari sur l'avenir. Alors j'ai cru comprendre en discutant avec Gary que vous aviez beaucoup de candidats qui postulaient. Oui, énormément. C'est ce qui nous fait croire qu'on est dans le bon sens. Il y a un ordre de grandeur ? Oui, il y a à peu près 300 personnes. 300 personnes qui ont postulé. Et combien vous en gardez ? Alors, on pense pour la première année 35 personnes. D'accord. Voilà. C'est un cursus qui va durer un an ? C'est un cursus qui va durer 9 mois. 9 mois. Voilà, de septembre prochain, on pense. D'accord. Qui est payant ? Qui est payant, bien évidemment. En fonction qu'il y ait un hébergement ou pas, le prix peut varier. Voilà, c'est à discuter. On est à peu près autour de 8 000 € avec l'hébergement. Donc voilà, sur un hébergement sur Paris, on pense qu'on est pas mal. Moi, je m'y connais pas trop dans le domaine, mais je trouve ça super intéressant. Vous parlez donc de centre de formation. Oui, tout à fait. Donc ça me parle par rapport au milieu footballistique, rugbystique. Exactement, et c'est cette idée qu'on a voulu faire. Et du coup, concrètement, Oui. en quoi ça consiste ? Parce que vous parlez de cours, mais Oui. on fait des cours sur des jeux vidéo. Alors, comme un entraînement de football se passerait, on va entraîner les gens sur le jeu vidéo, tout simplement. C'est-à-dire on va aller chercher des coachs qui sont reconnus et qui ont déjà fait leur preuve, tout simplement, pour donner une méthodologie de travail,
des cours tout simplement, essayer de tout de suite repérer les points faibles et les points forts des différents joueurs ou des différents line-up. Voilà, vraiment à la manière d'un centre sportif. D'accord. Et du coup, l'e-sport, c'est en plein essor. Du coup, est-ce que vous les préparez au futur, aux sollicitations, à l'univers? Bien sûr. On a aussi prévu pas mal de cours d'anglais, de cours de culture juridique, parce qu'on pense que c'est important. Il y a des joueurs qui savent le faire, mais d'autres ont besoin de managers. Et on pense que c'est très, très important d'avoir un minimum de connaissances juridiques pour savoir les tenants et les aboutissants des contrats consignes, tout simplement. Est-ce que vous pensez qu'une fois que l'école, par exemple, quand il y aura des élèves dans l'école, quand ça commencera vraiment les formations, est-ce que vous pensez qu'à la sortie, ça fera vraiment comme un diplôme à la sortie d'une école de commerce, par exemple? Alors, non. Pour l'instant, non. On a eu des relations avec tout ce qui est organisation étatique pour avoir un diplôme reconnu par l'État. Malheureusement, il y a une condition sine qua non, c'est 3 ans d'existence avant qu'ils commencent à regarder, avant de nous envoyer tout simplement le cahier des charges. Donc voilà, c'est prévu. Mais c'est pas encore fait pour l'instant. On délivrera simplement un certificat qui aura la valeur qu'on aura su prouver tout simplement. Bonjour Emmanuel, moi je travaille dans une école au pôle Léonard de Vinci, l'IM, qui forme des professionnels dans le jeu vidéo, enfin plus aujourd'hui pour l'industrie traditionnelle du jeu vidéo. Donc j'ai un peu une double question. Du coup, je fais de la VR régulièrement sur l'émergence des nouveaux métiers. Est-ce que déjà vous avez une idée sur ces métiers-là, d'un peu du volume d'emploi que ça représente aujourd'hui, catégorie par catégorie? Combien de personnes qui vivent de ça aujourd'hui en France? Et à votre avis, dans 3-4 ans, combien de personnes qui vivront de ça en France? C'est ma première question, donc elle est un peu pour tout le monde, répond qui veut. Et puis celle qui est un peu liée, c'est est-ce qu'il y a un lien fort entre justement l'industrie du jeu vidéo, par exemple ça aujourd'hui c'est à peu près 5000 emplois en France aujourd'hui, et l'industrie ou l'activité de l'e-sport? Moi, je pense que c'est assez difficile, vu que c'est un secteur qui explose, mais malheureusement, on ne peut pas encore avoir les chiffres. Il y a quelques années, c'était de l'e-sport associatif, c'était des LAN un petit peu organisés à la va-vite. Je vais répondre à votre première question. Alors aujourd'hui, en termes d'emploi direct, on parle de joueurs de jeux vidéo, des joueurs professionnels, qui soient payés par des marques, par des structures ou autres. On parle de 80 à 130, 150 joueurs professionnels. C'est un chiffre qui a beaucoup changé ces 15 derniers mois. En termes d'emploi indirect, donc dans des postes de marketing, des postes de réalisateurs, des postes de... l'e-sport touche vraiment tout plein de secteurs, tout plein de métiers. On peut parler à peu près entre 800 et 1000 emplois qui vont, dans les 2 à 4 prochaines années, se retrouver impliqués de manière directe ou indirecte dans l'e-sport. Donc ça, c'est un peu une fourchette. Mais c'est un embryon de réponse en tout cas. Et sur la deuxième partie de la question, le lien direct entre le nombre de développeurs, par exemple de postes de développeurs de jeux vidéo, et le nombre de postes, comme disait Ludwig, qui gravitent autour de l'e-sport, en France en tout cas, le lien n'est pas là. Il y a très très peu de jeux de fabrication française qui sont des jeux e-sport. Il y a quelques jeux indés comme Splasher qui est sorti dernièrement, qui a été fait à Montpellier, qui se dit e-sport, en tout cas qui provoque un peu des challenges au sein de la communauté. Mais il n'y a pas, à mon sens, de lien direct entre la création d'emplois dans le jeu vidéo et dans l'e-sport. C'est vraiment les deux maillons d'une chaîne énorme dans laquelle on va retrouver des sponsors, des marketeurs, des diffuseurs. Et puis, dans les deux bouts, on a les éditeurs de jeux et leurs développeurs, et puis les joueurs professionnels et les gens qui gravitent autour. Mais il n'y a pas de lien direct entre ces deux corps de métier. Du coup, l'école, elle va former des joueurs professionnels d'Overwatch, des joueurs professionnels de League of Legends. Et après, du coup, il y a une catégorie caster, Photoshop, communication. Donc, comment ça se passe? Parce que j'imagine que tu vas pas apprendre à tout le monde comment bien jouer à Overwatch. Donc, il va y avoir des classes. Genre, tu vas avoir 2 line-up de 6 d'Overwatch, 2 line-up de 5 de League of Legends. Et ça va être des espèces de classes comme ça? Exactement. Okay. Les cyberathlètes n'ont pas forcément la même journée qu'un manager. On a vu la différence entre la présentation de Luffy et la présentation de Yann Cédric. C'est 2 métiers différents. Donc, il y aura forcément 2 formations différentes. Oui. Bonsoir, Hélène Frisch, moi je suis productrice audiovisuelle. J'ai une question sur comment ça se passe à l'étranger, notamment aux États-Unis. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'en France, en gros, le business model, c'est sur le sponsoring et c'est pas top, voilà, en gros. Ailleurs, est-ce que vous parliez tout à l'heure des sponsors, du marketing, des diffuseurs? Comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut espérer après, que soit l'e-sport en France ou en Europe, quoi? Un élément de réponse, pas une réponse complète.
Effectivement, aujourd'hui, la diffusion, la production de contenu sur l'e-sport, c'est essentiellement du budget marketing, soit sous forme de sponsorat, soit sous forme d'opérations spéciales qui sont dealées entre la régie de Canal, la régie de Webedia, ou d'autres structures indépendantes comme Gamers Origin, pour mettre en valeur une marque et associer la marque à une prise de parole dans l'e-sport. Qui est comment dire, créé par des concepteurs-rédacteurs, etc. Le modèle d'après, il commence à exister un peu aux États-Unis avec des diffuseurs qui vont acheter, pour l'instant pour une somme modique, mais acheter des droits de diffusion auprès d'éditeurs. C'est quelque chose de très très nouveau. Dans le jeu vidéo, dans l'e-sport, les éditeurs n'avaient pas pour habitude de vendre le droit de diffusion de leur jeu. Aujourd'hui, on vit un peu tous sur un flou juridique, un vide juridique. Si demain, et Riot a été un des premiers à faire le move, Riot Games, si demain ils décident de fermer leurs droits de diffusion, on ne sait pas vraiment comment on va réagir. Des grands éditeurs comme Blizzard s'appuient sur des grands groupes médias comme MLG pour essayer de dealer de la meilleure manière, alors leur meilleure manière pour eux, la meilleure manière qu'il soit de dealer les droits de diffusion de leurs jeux. Certains, toujours Blizzard, essaient de structurer les compétitions e-sport, par exemple aux US avec l'Overwatch League, où là il y a vraiment une injection de cash au niveau des équipes et de la structure encadrante de la compétition. Qui dit injection de cash, il faut que ça vienne de quelque part, et ça peut venir de la vente de droits de diffusion, de la conception de contenu autour du championnat. Mais aujourd'hui, c'est un modèle qui est à peine utilisé par des grands comme Turner aux États-Unis. Pour le reste, on est encore sur des queues de budget ou des budgets marketing. En France, j'ai pas d'exemple en tête de vente de droits ou de choses qui seraient hors d'un budget marketing. Il y a les DreamHack, il me semble, qui parfois vont vendre leur exclusivité ou ce genre de choses. C'est des événements qui se produisent un peu partout, qui est un des très vieux événements e-sport et qui va se vendre sous forme de package à une structure. Et donc, du coup, un peu comme Roland Garros va se vendre à n'importe quelle télé à l'étranger, ils vont venir les différentes structures et les web TV et ils vont vendre le package de diffusion de cette compétition. Ouais, c'est exactement ça. Il y a quelques circuits qui commencent à le faire. Il y avait eu le SWC qui avait essayé de le faire il y a quelques années. Et ça s'était pas vraiment soldé par une réussite. Là, la DreamHack, effectivement, qui est une marque internationale, vend ses droits de diffusion pour le tournoi pour tous les tournois de l'année sur tous les jeux confondus, et ensuite c'est au plus offrant, donc c'est les structures e-sportives qui castent les tournois, qui se battent pour les avoir. Malheureusement, en phase 2, il n'y a pas beaucoup de structures qui ont les moyens de les acheter, donc en France on est 2-3 structures à se battre pour les castes d'un ou deux jeux, et comme il faut acheter tout d'un coup, c'est très difficile, donc il faut négocier entre structures. Enfin, c'est quelque chose qui commence. Et pour j'ai vu une main et je donnerai après je redonnerai la parole, mais juste pour finir de répondre au début de la question par rapport au sponsoring, c'était moi qui disais tout à l'heure que les sponsorings étaient bien supérieurs aux États-Unis, et en France, en gros, quasiment toutes les équipes e-sportives sont financées par le sponsoring de marque, et à l'heure actuelle, il n'y a pas trop d'autres solutions. Enfin, il n'y a pas vraiment de revenus qui viennent à part le sponsoring. Nos joueurs ne gagnent pas suffisamment d'argent eux-mêmes pour qu'on puisse se permettre de faire un revenu cher sur leurs revenus. Donc, pour l'instant, ça va être du sponsoring. Il y a deux business models qui apparaissent. C'est les éditeurs de jeux vidéo nous permettent de faire de l'argent dans leurs jeux grâce à l'achat de logos ou de contenus dans le jeu qui sont à l'effigie des équipes ou des joueurs de certaines équipes, et donc les gens, en achetant ce logo et en soutenant leur joueur préféré ou leur équipe préférée dans le jeu, bien sûr l'éditeur s'en met plein les poches, mais le joueur et l'équipe en question gagnent un petit peu d'argent. Donc ça, c'est un des revenus. Et le deuxième qui est en train de se mettre en place, que j'ai oublié entre temps, c'est j'ai oublié. J'essaierai de m'en souvenir et je redonne la parole derrière. Moi, je voulais juste dire quelque chose aussi par rapport à quand vous posez la question de comment est-ce que ça va évoluer. Je trouve que l'e-sport a beaucoup copié-collé du coup le business model du sport, c'est-à-dire qu'il y a de la médiatisation, il y a des sponsors, donc il y a de l'argent. Donc on voit où va le sport, ça va jusqu'à des dérives assez improbables, mais en tout cas l'évolution de l'e-sport suivra, je pense, l'évolution du sport, et les deux vont aussi un peu s'entremêler dans comment ça va être diffusé et comment on va faire de l'argent avec des événements sportifs. Du coup, ça m'a permis de m'en souvenir. / e-sportif, c'était ça ? C'est qu'en gros, les équipes en fait vendent de plus en plus leur droit à l'image leur droit à l'image aux grandes compétitions. Jusqu'à présent, on avait déjà de la chance quand on était dans une compétition. Maintenant, les plus grosses équipes mondiales, je pense notamment à G2 et Envious, vendent leur droit à l'image, le droit, en fait,
l'opportunité pour une compétition d'avoir mon joueur, mon équipe dans son tournoi, c'est un droit. Et ce droit, maintenant, les grands organisateurs de compétitions américaines commencent à payer pour avoir ce droit-là. Et pour moi, c'est un peu le monde à l'envers, mais tant mieux pour les équipes. Et comme moi, je suis encore du côté des équipes, pour l'instant, je m'en réjouis. Bon, après, avec Gamers Origin et la France, on en est encore très très loin. Mais et comme je le disais, tout va beaucoup plus vite là-bas, les budgets sont largement supérieurs là-bas. La plupart des équipes européennes, de toute façon, émigrent aux États-Unis parce que ça n'a rien à voir. Enfin, on peut vivre en Europe, comme disaient Lutti et Proto tout à l'heure quand ils présentaient, on survit. Et là-bas, ils vivent comme des rois jusqu'à 25 000 € par mois pour les plus gros joueurs e-sport. Ouais, du coup, il y a eu beaucoup d'éléments de réponse entre le moment où j'avais levé la main et maintenant. C'était notamment entre le lien entre le sport traditionnel et l'e-sport. Je trouve qu'il y a une grande différence entre le sport traditionnel, c'est que par exemple le football, ça n'appartient à personne, alors que dans l'e-sport, c'est partagé, on va dire, entre 3 grands éditeurs. Surtout, il va y avoir Valve, il va y avoir Blizzard, il va y avoir Riot. Et est-ce que ça peut pas poser des problèmes, en tout cas avoir des limites à long terme pour le développement des équipes, pour le développement en fait du business en tant que tel, sachant que ça peut être presque un vase clos en fait. Si Riot demain décide de tout fermer, qu'est-ce qui va se passer pour les équipes qui ont tout basé là-dessus, ou quelle est la limite jusqu'où ça peut aller? En gros, Lutti l'a dit tout à l'heure par rapport à une question qu'on lui a posée, c'est un métier, c'est un univers qui n'a pas de précédent, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Effectivement, comme tu le disais, le sport traditionnel, pour chaque sport, ça appartient à personne, même s'il y a quelqu'un qui a inventé les règles il y a 200 ans. À l'heure actuelle, il n'y a pas un propriétaire du football. Ça s'est organisé en ligue, c'est la FIFA qui contrôle la Coupe du Monde, c'est l'UEFA qui contrôle l'Euro. Le football n'appartient à personne. Par contre, League of Legends, effectivement, ça appartient à Riot. Donc ils font ce qu'ils veulent. Ils sont omnipotents, et donc nous, on est des vulgaires péons et on exécute et on fait ce qu'on peut dans cet univers. Et comme on le disait juste avant, on profite d'un vide juridique tant que aucune demande n'a été faite dans un domaine particulier. On continue comme on a fait jusqu'à présent. Il y a une chose qui joue en la faveur qui joue en la défaveur des éditeurs, c'est que dans le monde entier, des tonnes de gens regardent, des milliers et des milliers de gens regardent les compétitions. Et si du jour au lendemain, plus personne n'a les moyens de diffuser ces compétitions parce que l'éditeur a décidé que maintenant les droits à l'image étaient hors de prix, et où il n'y a plus qu'une seule structure qui a les moyens, en fait, en gros, en termes d'image, c'est très très risqué pour eux. Il y a beaucoup de moves qui sont très risqués dans le web. Tout se passe tellement vite et tout se passe tellement à la réputation qu'il y a beaucoup de moves qu'ils peuvent pas faire, et à mon avis, c'est la seule unique raison pour laquelle ces moves n'ont pas encore été faits. C'est-à-dire que si demain Riot dit maintenant tout est diffusé, je sais pas, à la télévision et plus sur Twitch, et plus gratuitement sur Twitch, comme 99% des gens regardent les LCS gratuitement sur Twitch, ça va être un tollé incroyable. Et bon, voilà, ils n'ont pas envie de se retrouver en première page de Reddit pendant 200 ans, quoi. Et pour moi, c'est la seule unique raison. Je n'en vois pas d'autre. Mais après, je suis pas non plus dans les petits papiers tout en haut de l'échelle.